on s'était dit qu'on allait faire un titre sympathique pour cet après-midi, c'était jusqu'où l'euphorie boursière peut-elle durer? Alors on a un peu le sentiment que les choses ont un peu changé, juste ayons quelques petites idées en tête. Premier trimestre à la Bourse de Paris, on progresse d'environ 18%. On continue en fait de progresser jusqu'au 24 avril, où on touche un plus haut pour le CAC 40, qui est à 5200 points. Et puis depuis, on baisse. La baisse pour l'instant sur le second trimestre se situe à 2,24%, mais elle est supérieure si on prend par rapport au plus haut. Jean-Philippe Boll, première question. Là, on n'est pas dans l'euphorie, on est plutôt dans la panique. Quelles sont, selon vous, les raisons de ce recul depuis environ un mois? Bonjour à tous. Alors les raisons du recul, elles sont multiples, mais je voudrais juste revenir 10 secondes sur les performances, rappeler que nous avons bénéficié, on va dire, d'un ce que tout le monde a appelé un alignement des planètes, c'est-à-dire baisse des taux, baisse du dollar, hausse du dollar et baisse du pétrole, et que donc ça a expliqué un rallye boursier amplifié par les décisions de la Banque centrale européenne. Or, depuis quelques semaines maintenant, donc grosso modo 6 semaines, on a quelques petites angoisses sur ces différents sujets. Alors, je ne parlerai pas encore de panique, parce qu'à 4880, au moment où je parle, on est plutôt dans une consolidation qui me paraît salutaire, vu la vitesse à laquelle on a monté. Néanmoins, la question de la Grèce en Europe n'est toujours pas réglée. La problématique de la hausse du dollar par rapport aux résultats des entreprises américaines est également un sujet d'actualité. Les tensions géopolitiques, et notamment ce qui se passe aux frontières de l'Ukraine, ça reste également d'actualité. Et puis ce qui peut se passer dans d'autres endroits du monde reste également une difficulté. Donc on voit bien que... Quelle a été l'étincelle quand même qui fait que c'est la fête au village? Alors l'étincelle, elle est venue du marché de taux, hein, c'est-à-dire que si on regarde bien ce qui a pu se produire, on a quand même eu une variation sur les taux d'intérêt qui a été quasi linéaire, donc de baisse des taux. Alors on peut remonter très très loin, mais sans remonter, vous avez le graphique sous les yeux, sur cette baisse de taux, on est passé de 2,40 à 0,27 avec un tout petit palier qui a été indiqué en début d'année à 0,70. En strict, là je vais prendre un peu mon étiquette d'enseignant de finance ici à l'Université de Lorraine, à un moment donné, on ne peut pas tomber en dessous de zéro, puisque en théorie économique, il faut pouvoir valoriser. Alors justement, on va voir pourquoi on a cette baisse des taux qui est si importante, le mouvement 0,42 à 0,70 avec quasiment une ligne droite dans l'année 2014, qui se prolonge sur le premier trimestre. Pourquoi les taux baissent constamment et si vite? Alors, ils ont baissé. Parce que partout dans le monde, nous avons ce qu'on appelle les politiques, alors sous le terme jargonneux et anglais de quantitative easing, ce que les Français comprennent un peu directement sous planche à billets, c'est-à-dire comment... Derrière une politique monétaire volontariste des banques centrales, c'est-à-dire mettre des taux très bas à la sortie de la crise financière de 2008, comment derrière cette politique de taux courts très bas, on fait également en sorte que les taux longs restent eux-mêmes très bas, puisque la courbe que nous avons est une courbe liée aux OAT 10 ans. Et en fait, quand on regarde ça, on se dit, voilà, les banques centrales, à commencer par la Banque centrale américaine, ont eu cette politique très, très accommodante de liquidité, politique qui a été suivie par d'autres banques centrales et pour laquelle M. Draghi a emboîté le pas assez brutalement depuis le mois de janvier. Alors, un quantitative easing, c'est d'habitude les banques centrales, ça joue sur l'activité économique en jouant sur les taux. Ça joue sur les taux très courts. Et les taux très courts sont déjà descendus très bas, 0. Et quand on n'arrive pas à relancer l'activité avec des taux d'intérêt très courts, très bas, on utilise d'autres armes. On aplatit la courbe, ce qu'on a appelé les armes non conventionnelles, ce qui du point de vue effectivement des banques centrales est assez novateur. Et les niveaux de taux que nous avons ici sont effectivement non conventionnels. Alors, vous venez de me dire il y a un instant, en théorie, les taux, on ne peut pas descendre ad vitam aeternam. Je voudrais malgré tout, si vous le permettrez, vous montrer un graphique et je voudrais qu'on essaie de le commenter. Là, vous voyez, vous avez le dernier point, 1,09, c'était vendredi, le taux des emprunts d'État à 10 ans. Vous avez appris comme vous n'avez pas appris, en tout cas, toujours est-il que la norme, c'est que plus on va à long terme, plus les taux sont élevés. Donc, je pars du long terme,
1,9 et je descends. Je constate quoi? Je constate qu'à 7 ans, je suis à 0,66, mais je constate aussi que sur des échéances de 2 ans et 3 ans, j'ai des taux d'intérêt négatifs. Un taux d'intérêt négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire déflation. Ça veut dire déflation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive à ce niveau, les gens préfèrent avoir du cash, quitte à payer, parce que là, on parle bien de taux d'intérêt négatif, donc pour placer son argent, il faut payer. Donc ça veut dire que les investisseurs qui placent à 2 ans à moins 0,13, ils placent 100 et ils savent qu'on va leur rendre moins de 100. Absolument. Ils sont fous? C'est une question de signature. C'est je suis sûr de récupérer mon argent. Et dans une logique déflationniste, de toute façon, si je récupère un peu moins, c'est pas grave, puisque le phénomène déflationniste fait que je pourrais acheter plus. Quels sont les taux qui sont négatifs? Là, on est en train de parler de taux de marché. Les taux de la Banque centrale, aujourd'hui, ils sont négatifs ou ils ne sont pas négatifs? Alors, en ce qui concerne la Banque centrale, elle, c'est sur ces taux de reprise de capitaux. C'est-à-dire, le principe est le suivant. La Banque centrale définit une politique de taux. Sur cette politique de taux, les banques commerciales sont à même de venir chercher de l'argent, aujourd'hui quasiment gratuitement partout dans le monde. Et si elles replacent cet argent à la Banque centrale parce qu'elles n'en ont pas l'usage ou la volonté, uniquement pour des questions, par exemple, de liquidité de leur bilan, elles vont être amenées à ce moment-là à payer la Banque centrale pour récupérer, enfin, entre guillemets, pour placer cet argent. Donc ça contribue à cette politique non conventionnelle qui consiste à dire on cherche à tout faire. Alors, on cherche à tout faire pour aplatir la courbe des taux au maximum, de façon à ce que les investissements puissent repartir dans de bonnes conditions. Et dans le même temps, on se rend compte que les investisseurs qui récupèrent effectivement ces montagnes de cash, pour une part très significative, sont prêts à les replacer, y compris à des taux négatifs, ce qui dénote quand même un phénomène de, on va dire, de trouille, on serait dans les Hauts-de-Vosges, on dirait les chocottes, voilà, pour faire un peu local. La réalité, c'est que bien derrière ça, la volonté de se dire, je mets mon argent là où il risque le moins. Bien. On voit donc des taux d'intérêt qui avaient fortement baissé et qui sont rentrés en phase de remontée, des taux d'intérêt qui, sur certaines échéances, sont négatifs. Je voudrais qu'on parle du change. Moi, j'ai entendu des gens me dire que la politique de la Banque centrale européenne, avec ces taux si bas, c'était de faire plonger l'euro, parce que c'était bien pour l'économie. Et puis j'ai également entendu la patronne de la Réserve fédérale américaine qui, lorsqu'elle a commenté les résultats de l'activité économique au premier trimestre aux États-Unis, qui a dit au marché, on n'est pas bon, il y a 2 phénomènes qui sont des phénomènes ponctuels, c'est le climat et c'est la flambée du dollar. Est-ce qu'on est rentré dans un environnement de guerre d'échange ? Alors nous y étions déjà, hein, l'environnement de guerre d'échange, on l'a vécu notamment en ce qui concerne les monnaies, et notamment les monnaies asiatiques, par rapport au dollar. Donc en ce qui concerne, je dirais, il y avait que les Européens qui n'étaient pas rentrés dans la guerre d'échange, et ça avait valu quelques échanges épiques, y compris entre les gouverneurs, les dirigeants de la Banque centrale, appuyé par les Allemands, et puis un certain nombre d'autres politiques d'État, y compris ici en France. Donc cette logique de ce qu'on appelait l'euro-fort, je dirais la politique de la BCE, et notamment l'assouplissement monétaire non conventionnel que nous avons depuis janvier, est de nature effectivement, et c'est le deuxième effet qui se coule, indépendamment de la baisse des taux, c'est de permettre effectivement une réappréciation du dollar par rapport à l'euro. Et, vous l'avez souligné, par effet miroir, on a bien effectivement à ce moment-là une difficulté pour les entreprises américaines. Donc nous sommes dans quelque chose qui est de l'ordre effectivement de la guerre d'échange, dans une politique mondiale qui est mercantiliste, c'est-à-dire comment je fais pour aller chercher la croissance des autres quand je n'ai pas de croissance chez moi. Bien. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux facteurs de risque qui existent sur les marchés? Alors les principaux facteurs de risque, ils sont de plusieurs natures. Alors, sur les marchés, j'ai coutume effectivement de penser que ce qui fait l'écume des marchés, c'est assez directement la psychologie. Et donc, on voit aujourd'hui que, si on reprend la question grecque, hein, qui est quand même une question qui remonte de manière très difficile à l'époque d'août 2011, et ben on est retombé dedans. Donc on est retombé dedans à l'aune des élections qui ont pu se dérouler en Grèce, et avec ces élections, on voit bien que d'autres élections qui arrivent sont de nature effectivement à perturber, on va dire, la bonne mécanique huilée entre les dirigeants de la politique allemande, les dirigeants de la BCE et la Commission de Bruxelles. Vous dites on est retombé dedans.
y a-t-il pas quand même une différence fondamentale par rapport à la première crise? C'est que avant la Grèce tombée, on courait le risque d'avoir des banques qui tombent. Là, notamment des banques allemandes, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus une valeur banque, enfin, il n'y a plus une banque qui a des titres grecs. Les titres grecs sont principalement logés voilà. chez des banques centrales et au FMI. Voilà, ils sont logés autour de ce qui touche à la Troïka. Mais en l'occurrence, ce qui me paraît difficile, et c'est pour ça que je parle de psychologie, c'est qu'il est quand même, on voit bien l'ambiguïté et certains discours entre l'électeur de base et la façon dont il peut se comporter, et puis l'environnement économique général. Et ça fait partie pour moi de la psychologie et des difficultés qu'on peut avoir. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, je suis un fervent démocrate, et je pense pas effectivement demain qu'il faille... si les gens votent bien. Il faut s'inquiéter de la montée en puissance de Podemos en Espagne. Par exemple. Ok. Alors, premier élément qu'il faut regarder, vous nous dites les résultats de ce qui se passe d'un point de vue politique en Europe. Oui, géopolitique, aujourd'hui, il faut s'en inquiéter. On avait des G8, maintenant on a des G7. La situation avec la Russie est inquiétante? Il vaut toujours mieux dialoguer. Historiquement, y compris quand on fait un certain nombre de commémorations en ce moment, il vaut toujours mieux dialoguer. Quand on commence à arrêter le dialogue, il peut y avoir effectivement des difficultés. Alors des difficultés, il y a effectivement une vraie difficulté aujourd'hui, on l'a encore entendu avec M. Obama pas plus tard qu'hier, sur la problématique de la place de la Russie, qui est également un enjeu stratégique majeur dans le domaine, alors par rapport à la croissance européenne, dans le domaine de la gestion de l'énergie. Et puis en ce qui concerne le reste de la géopolitique, on peut quand même pas dire que ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et en Irak soit de nature géniale, parce que derrière, on voit bien ce qui sous-tend, on a quand même une guerre qui ne dit pas son nom entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Autre source d'inquiétude? Alors la stratégie de la Fed, oui, effectivement, pour moi c'est une source d'inquiétude, puisque Mme Yellen va être conduite à monter ses taux, et que la seule question qui se pose, c'est quand. Alors j'ai des souvenirs, alors là un peu de vieux boursiers, et je me rends compte que quand la Réserve fédérale est en retard par rapport à sa volonté de contraindre la politique monétaire, alors à ce moment-là elle peut se retrouver ce qu'on appelle under the curve, c'est-à-dire derrière la courbe, à l'image d'un surfeur qui chercherait à prendre la meilleure vague mais qui n'y arriverait pas. Et donc là on a une vraie difficulté aujourd'hui, parce que est-ce qu'à force d'attendre, la Réserve fédérale ne va pas se trouver dans une position où elle va rater la vague et où elle va être obligée de courir après. Et si on a ça, c'est-à-dire si au lieu de monter de 0,25 très lentement, très graduellement, on peut se retrouver avec un rattrapage face à une politique monétaire qui serait difficile à contrôler, et on aurait à ce moment-là une vraie difficulté de marché, et probablement là, à ce moment-là quelque chose de plus violent. Question piège, c'est filmé. Vous pensez qu'ils vont relever les taux la semaine prochaine, enfin dans 10 jours? Non, absolument pas. Je dirais, aujourd'hui, le marché il est en train de regarder un relèvement des taux qui se situerait plutôt sur le dernier trimestre de 2015. Et puis la dernière chose, c'est la hausse de la volatilité, puisque quand les marchés commencent à douter, et je vais être très rapide sur ce point, dès que les marchés commencent à douter, il y a de la volatilité. J'aime souvent dire, on essaie de faire de la pédagogie pour inciter les Français à investir en actions. Et on leur dit achetez des actions parce que ça permet de profiter de la croissance économique. Et puis dans la foulée, on leur dit de toute manière les chiffres de croissance économique ils sont pas bons. Ça m'amène à vous poser la question quels sont les éléments majeurs qui impactent le cours des actions? Je viens de le souligner, donc déjà par rapport à l'environnement macroéconomique, la psychologie des investisseurs. Pour moi, c'est le premier élément. Les marchés ne sont... Alors, pour reprendre une question, de temps en temps, on me dit pourquoi ça monte? Parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Pourquoi ça baisse? Parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et pour qu'il y ait des acheteurs, il faut qu'il y ait de la confiance. Donc, psychologie des investisseurs. Pourquoi? Parce que dans un marché où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'acheteurs, et il y a naturellement des vendeurs. Parce que c'est des valeurs mobilières, il y a des gens qui ont besoin d'argent, il y a des successions, il y a des divorces, il y a des décès, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il y a forcément des vendeurs. Donc, il faut des acheteurs, et pour des acheteurs, il faut se donner l'idée que demain, il fera beau. Ok, donc premier critère, la psychologie des investisseurs. Deuxième critère important. Alors les flux et la liquidité. Alors on a été les grands gagnants, hein. C'est un des éléments forts de ces derniers mois. Les actions européennes ont été un des très grands gagnants, très clairement, de l'afflux de liquidité, y compris sur le marché, parce qu'à un moment donné, quand vous avez des taux courts à 0, quand vous avez des taux longs, on vient de le voir, même à 1, à un moment donné, on se pose la question de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une herbe un peu plus verte? Ça veut donc dire que les quantitative easing étaient des éléments positifs, et que, en revanche, le fait que la Réserve fédérale américaine soit amenée à remonter ses taux est un élément négatif. Pas encore de mon point de vue, parce que je pense que les niveaux de taux sur lesquels on est arrivé étaient des niveaux de taux qui, sur le plan historique, c'était du jamais vu. Si je rappelle simplement que la Banque centrale européenne a comme objectif une inflation à 2, ce qui signifie potentiellement
un niveau de taux légèrement supérieur à 2, on peut dire entre 2,5 et 3, et que donc à ce moment-là, vous voyez qu'on est encore à 1 aujourd'hui sur les OAT, donc il y a encore de la marge par rapport à ça. Ok, troisième élément important, donc la microéconomie, parce que, comme je m'arrive de le dire, la bourse c'est comme les Galeries Lafayette, il se passe quelque chose tous les jours, mais pas dans tous les rayons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un marché qui monte de 20%, globalement tout le monde a monté de 20%, il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de titres qui ont baissé. Et de la même façon, si j'ai un marché qui doit, comme je le pense, être plus en difficulté et plus en volatilité sur cette fin d'année, et on vient de commencer, alors à ce moment-là, il y aura de toute façon des opportunités. Bien, il y a un dicton boursier qui dit sell in May and go away, donc autrement dit vendez en mai et partez à la plage. Est-ce que vous pensez que les marchés, le CAC 40, sera à un niveau plus élevé en fin d'année qu'aujourd'hui? Qu'aujourd'hui, oui. On sera peut-être descendu un peu plus d'ici là. Ok, alors si vous nous dites que vous êtes plutôt positif, j'aimerais qu'on re-regarde sur ces critères-là. Votre sentiment d'ici la fin de l'année. Psychologie des investisseurs, elle est bonne, elle n'est pas bonne? Actuellement, elle devient plus compliquée. Ouais. Actuellement, la psychologie des investisseurs devient plus compliquée pour les événements qu'on a évoqués précédemment. Donc à la fois les problématiques électorales, les problématiques de la Grèce, le niveau du dollar, la profitabilité des entreprises américaines, quand est-ce que Mme Yellen va monter ses taux, etc. Donc, deuxième critère, les flux et les liquidités? On reste pas mal, c'est-à-dire qu'on est plutôt bien orienté. Aujourd'hui, on a des flux de capitaux qui continuent à s'investir régulièrement sur les actions européennes. Dernier critère, la microéconomie? Alors là, je suis très positif parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle un niveau de base très bas. C'est-à-dire que les analystes financiers travaillent, en règle générale, en prévision. Et aujourd'hui, il faut bien voir que compte tenu à la fois des deux crises qui se sont succédées, de la façon dont les entreprises ont travaillé sur ce qu'on appelle les charges, c'est-à-dire passer les comptes d'une entreprise à la toile émerie, toute addition de croissance est de nature à avoir une addition bien supérieure en termes de résultats. Donc augmentation des marges, et vu du point de vue européen, je reste convaincu que le dollar, pour l'instant, même si on est à 1,13 aujourd'hui, devrait redescendre, remonter au niveau de 1,05. Microéconomie très positive. Il y a des secteurs qui se distinguent par rapport à d'autres? Alors il y a des secteurs aujourd'hui qui ont des carnets de commandes phénoménaux. Je pense à tout ce qui touche l'aéronautique, depuis, on va dire, les grands constructeurs jusqu'aux sous-traitants. Après, il y a un certain nombre de secteurs qui, pour moi, sont encore relativement à éviter, notamment dans tout ce qui touche la problématique du BTP. Pour prendre un cas franco-français, on voit bien que les collectivités locales qui sont, entre guillemets, au départ des opérations ont beaucoup de mal aujourd'hui à gérer leur compte de résultats. Après, sur les autres secteurs qui me paraissent et qui restent intéressants, bien entendu de manière défensive, tout ce qui va toucher à la consommation, puisque si on regarde les enquêtes d'opinion, depuis maintenant quelques semaines, les consommateurs européens retrouvent, on va dire, un peu de peps et un peu d'envie pour l'avenir. Et puis le secteur des investissements, parce que là aussi, on peut considérer qu'il va y avoir des choses intéressantes de ce côté-là. J'essaie toujours qu'avec marché gagnant, on ne fasse pas que de la théorie, on fasse de la pratique. Question simple pour un particulier. Quelle enveloppe aujourd'hui privilégiée si on veut investir en action? Le PEA, puisque de toute façon, si vous ne prenez pas un PEA, pour être un peu brutal, fiscalement, c'est absolument terrifiant. Je rappelle aux gens qui achètent hors PEA qu'ils prennent la tranche marginale d'imposition plus la CSG. Donc aujourd'hui, avoir un PEA, c'est une enveloppe incontournable. Ok, vous avez une caractéristique dans votre gestion de portefeuille, c'est que vous investissez pas mal en titres vifs. Oui. Vous, quand on vient vous voir et qu'on vous donne un mandat pour gérer un PEA, vous mettez combien de titres? Entre 10 et 15. Entre 10 et 15, tous de secteurs différents, en essayant de trouver dans ces secteurs ceux qui présentent une véritable opportunité à l'instant T. Et parmi ces 10 à 15 valeurs, 2 tiers de valeurs qui vont constituer ce qu'on appelle le socle de portefeuille et 1 tiers d'idées, d'opportunités du moment. D'accord. Ces derniers temps, vous avez bougé comment? Alors ces derniers temps, on a plutôt vendu. C'est-à-dire que si on regarde, on est passé d'un taux d'exposition de 95% en décembre-janvier à un taux d'exposition de 75% actuellement. En pareille situation, sur le PE, on garde du cash? Oui, parce que j'ai la conviction effectivement que le niveau de marché sur lequel nous sommes, on peut encore perdre, je veux dire, entre 3 et 5%, donc autour de, on va dire, entre 100 et 250 points, et que sur ces bases-là, ça constituera un moment où, à mon avis, on pourra revenir. Dernière question, les particuliers n'aiment pas la volatilité, ça leur fait peur, en particulier pour aller sur les marchés financiers. Est-ce qu'ils peuvent en profiter de cette volatilité ?
Alors, plutôt que d'avoir effectivement la volatilité contre eux, je les invite à avoir la volatilité pour eux. Alors, ça nécessite juste une petite chose, ça nécessite de la patience. Parce que quand on est particulier, on a entendu parler de valeurs, on a lu des choses, on a entendu des choses, on a croisé des idées avec Pierre-Paul Jacques à l'apéritif, mais bien souvent, c'est pas suffisant. Moi, le conseil que je donne, c'est de se dire que je souhaite avoir une valeur en portefeuille. Il y aura, grâce à la volatilité, un temps où je pourrai l'acquérir. Et ça me paraît être quelque chose de très important. En préparant, je vous avais dit, moi j'étais pêcheur au bord de la Moselle et on ne prenait pas des truites tous les jours. Loin de là, on prenait souvent du poisson totalement immangeable. Donc la réalité c'est quoi? C'est que si à un moment donné je veux être dans une situation où je me dis, tiens, telle société présente un intérêt pour mon portefeuille dans une vision de court terme ou de long terme, peu importe, j'essaie de me définir un prix de marché. Ce prix de marché, je m'y tiens, je ne cours pas après le papier, comme on dit dans un jargon boursier, et j'essaye effectivement de me dire, voilà, ça je peux l'acquérir à ce prix-là. Alors, je peux citer un exemple dans ma gestion, un titre comme Essilor, dont tout le monde est convaincu de la croissance à long terme d'Essilor. Essilor a eu un trou d'air au cours des dernières années, pas beaucoup, un, à 70 € l'année dernière. Bon, ben, il se trouve que moi j'attendais pour acheter de l'Essilor depuis des semaines, voire des mois, et ben, j'ai dit, ça y est, maintenant je peux y aller, à 70 € j'y vais. Bon, voilà, ça fait 45% en un an. Autrement dit, pour profiter de la volatilité, ne pas hésiter à laisser traîner des ordres. Absolument. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Jean-Philippe Boll. Merci beaucoup.